une blogueuse de voyage pleine d'entrain se volatilise. Son rêve, c'était d'aller partout dans le monde. Mais que s'est-il passé, bon sang? De terribles indices forcent ses proches à faire face à leur pire cauchemar. On a découvert que Carla n'avait jamais embarqué dans l'avion. Puis, dans la deuxième partie, un jeune homme avec un brillant avenir Ma mère et lui rigolaient et disaient qu'elle était la première personne qui l'arrêterait en tant que policier. ne le voit malheureusement pas se réaliser. Quelque chose clochait. Je savais qu'il lui était arrivé malheur. Craven was found deceased at approximately 9:45 a.m. this morning. Deux familles à la recherche de la vérité. On veut la justice et on va vous trouver. Qu'est-il vraiment arrivé à Carla et Pravin? Voici la toute dernière photo de Carla Stefaniak. Elle a été prise au Costa Rica et est légendée « Cet endroit va me manquer ». C'était pour son 36e anniversaire. Elle avait adoré ce voyage. Elle s'était beaucoup amusée et j'étais ravi pour elle. Personne ne pouvait savoir que ce serait la dernière fois que quiconque aurait de ses nouvelles. On s'appelait tous les jours. Je me souviens encore de son rire et de son sourire. Le mystère de la disparition de l'agent d'assurance Carla Stefaniak commence le jour de son anniversaire, en novembre 2018. Elle avait l'habitude de fêter son anniversaire tout au long du mois de novembre. Chaque année, elle partait en voyage à cette occasion. Elle avait une vraie passion pour le voyage. C'était ce qu'elle préférait dans la vie. Son rêve, c'était d'aller partout dans le monde. Pour ses 36 ans, Carla se rend au Costa Rica. C'est un pays magnifique, avec ses jungles tropicales, ses volcans, sa vie nocturne et ses plages exceptionnelles. On peut dire qu'elle était complètement accro à son téléphone portable et aux réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc. Elle adorait prendre des photos et des vidéos. Quand on voyageait ensemble, elle filmait absolument tout. Un jour, je lui ai même demandé si elle était en train de faire un film. Elle tenait à avoir des souvenirs de tout, soit pour les poster sur Instagram, soit pour pouvoir en rigoler plus tard. Carla est partie avec sa belle-sœur, April. Leur aventure est publiée chaque jour sur les réseaux sociaux. On voyait bien qu'elle s'éclatait là-bas. Au Costa Rica, Carla avait suivi des cours de surf. Ça lui avait plu et elle avait visité des petites villes en bord de mer. Les choses se passaient apparemment très bien. Avec Carla, on se parlait tous les jours. Elle envoyait des photos ou des vidéos. Second day, the hot springs. Je recevais tout le temps des nouvelles, le matin, l'après-midi. Les filles ont bien profité des 6 jours passés sur place. Carla et April ne rentrent pas ensemble aux États-Unis. Et Carla passe seule sa dernière journée au Costa Rica. April a quitté le Costa Rica le 27 novembre, mais Carla ne devait prendre l'avion que le lendemain. Il ne s'agissait donc pas du même appareil, ni de la même compagnie aérienne. Le 27 novembre, le dernier jour de Carla, se déroule de façon tout à fait ordinaire. Elle dépose April et la voiture de location à l'aéroport de San José. Ensuite, elle réserve une voiture privée pour faire le tour du centre-ville. Elle demande au même chauffeur de venir la chercher le lendemain matin à 8h30 pour l'emmener à l'aéroport. À 17h, elle réserve une chambre, non loin de ce dernier. Elle se trouve dans un complexe sécurisé qui loue ses chambres via Airbnb. L'endroit est très bien noté, possède une vue superbe et des agents de sécurité, alors Carla se sent en confiance. Elle n'était pas trouillarde, mais elle faisait quand même attention à ce qu'elle faisait. Elle n'était pas du genre à aller n'importe où. Oui, exactement. Elle ne devait passer qu'une seule nuit dans cet endroit, c'est tout. Elle était censée aller à l'aéroport le lendemain et prendre l'avion pour rentrer à la maison. Au début, Carla semble se plaire dans la villa. Elle nous a envoyé des photos de cet endroit. Un peu plus tard, elle a confié à certains de ses amis qu'il pleuvait beaucoup, mais que la villa était superbe. Mais peu après, il y a une panne d'électricité. Elle a envoyé un message à April vers 19h ou 19h30 pour lui dire qu'il n'y avait plus de courant. Elle lui a envoyé une photo de sa chambre plongée dans le noir et une autre quand l'électricité est revenue. Elle a ajouté que l'endroit était louche. Carla ne semble pas à l'aise dans le noir complet
et elle confie à son ami Keith qu'elle voudrait trouver une bouteille d'eau. Keith lui a dit de ne surtout pas bouger et de rester là où elle se trouvait. C'était plus prudent de chercher de l'eau dans sa chambre. Elle a annoncé à son amie Laura qu'elle allait demander à un agent de sécurité où avoir de l'eau. Le message a été envoyé à 20h58 ce soir-là. Puis, Carla cesse brutalement de communiquer avec ses proches. Ses amis pensent que son téléphone est coupé. Soit elle l'a éteint, soit elle est tombée en panne de batterie, soit le courant a de nouveau été coupé. Il s'est passé quelque chose. On se croirait dans un film d'horreur. Un endroit étrange, une panne de courant après le coucher du soleil, l'impossibilité de communiquer avec l'extérieur. Mais comme Carla doit rentrer le lendemain, sa famille essaie de rester calme. Il pleuvait très fort et la villa était plongée dans le noir. Elle était terrifiée, mais on pensait qu'elle était sortie de sa chambre pour aller chercher un agent de sécurité et lui demander où elle pouvait trouver de l'eau. Le lendemain est le jour de l'anniversaire de Carla, le 28 novembre. Étrangement, elle ne communique pas. À des milliers de kilomètres de là, ses proches et sa famille comprennent que quelque chose ne va pas. Tout le monde a commencé à lui souhaiter un joyeux anniversaire. On lui envoyait des messages, on l'appelait, mais elle répondait pas. C'était quelque chose qui lui ressemblait pas le moins du monde. Parce qu'elle était du genre à s'endormir en regardant son téléphone et à vérifier ses messages dès qu'elle ouvrait l'œil le lendemain matin. J'ai regardé sur les réseaux sociaux et j'ai vu qu'elle s'était connectée pour la dernière fois la veille au soir vers 20h40 ou 21h. C'était pareil sur Instagram ou sur Facebook et j'ai trouvé ça très bizarre et inhabituel de sa part. Je lui ai demandé « Bonjour, comment vas-tu ?» Je lui ai souhaité bon anniversaire. Je l'ai embrassée. Je lui ai dit de me répondre, mais elle ne l'a jamais fait. C'est Laura, l'amie de longue date de Carla, qui doit aller la chercher à l'aéroport. Mais elle s'inquiète. Carla sera-t-elle au rendez-vous? Je suis allée à l'aéroport et j'ai attendu. J'ai vu tous les passagers de son vol descendre de l'avion. Je me suis adressée à une personne qui travaillait là-bas et je lui ai demandé si Carla avait bien pris son vol. Elle m'a répondu qu'elle n'avait jamais embarqué. Cela fait maintenant 21 heures que plus personne n'a de nouvelles de Carla. Ses amis et sa famille sont en panique. Carla n'est pas du genre à disparaître. Tout le monde a commencé à s'affoler. On se demandait ce qu'on devait faire. La famille de Carla décide alors de contacter la police du Costa Rica et des États-Unis. Mais comme la jeune femme est majeure, il faut attendre 48 heures avant que les autorités puissent enfin la déclarer comme personne disparue et commencer leur enquête. À partir de ce moment-là, on a commencé à la chercher absolument partout. Les proches de Carla décident de se mobiliser sur les réseaux sociaux. On voulait alerter les gens sur sa disparition et diffuser des photos d'elle au plus grand nombre, en espérant que quelqu'un l'ait vue et nous apprenne quelque chose. Quelques jours plus tard, le père de Carla, son frère et un ami décident de se rendre sur place, au Costa Rica. On a tous décidé d'envoyer mon frère Carlos là-bas, en compagnie de Greg, qui est un ami de la famille. Le samedi 1er décembre, soit 4 jours après la disparition de Carla, son frère visite la villa où celle-ci a passé sa dernière nuit. Les propriétaires se sont apparemment montrés très sympathiques et ils ont fait voir à mon frère la chambre que Carla avait louée. Tout était propre et bien rangé. Le personnel informe la famille qu'un agent de sécurité a vu Carla quitter les lieux très tôt le 28 novembre. Enfin, un peu d'espoir. D'après les dires de cet agent, ma fille serait partie vers 5h15 du matin et serait montée dans une voiture noire ou gris foncé. Elle aurait chargé sa valise dans le coffre avant de partir. La famille de la jeune femme tente alors de retrouver le chauffeur qui devait l'accompagner à l'aéroport. On a eu accès à ses emails et aux coordonnées du chauffeur, alors la police l'a contacté. Ce que la police découvre alors est terrible. Le chauffeur leur annonce qu'il n'a jamais récupéré Carla, car elle n'est jamais venue. Les données de la compagnie de VTC le confirment. Il est arrivé comme prévu à 8h30 et a patienté
avant de partir lorsqu'un agent de sécurité lui a dit que Carla était sortie à 5 heures. Mais quelque chose ne colle pas. Je ne vois pas du tout pourquoi elle se serait levée à 5 heures du matin pour quitter la villa 10 ou 20 minutes plus tard. Ça n'a aucun sens, et ce n'était pas quelqu'un qui avait l'habitude de se lever tôt. C'est à partir de ce moment-là que je me suis dit qu'il lui était peut-être arrivé quelque chose. La police du Costa Rica innocente rapidement le chauffeur. Alors, les proches de Carla implorent les autorités de les aider à y voir plus clair. Il y avait beaucoup de pression. On a notamment contacté le sénateur de Floride, Marco Rubio, dont les bureaux sont à Orlando. C'est seulement à ce moment-là que le FBI est allé épauler la police du Costa Rica. Ils ont surveillé la localisation de son téléphone, son compte bancaire. Elle n'avait pas quitté la villa. Elle n'est jamais partie. Mais si Carla n'a pas quitté les lieux, alors pourquoi sa chambre était-elle aussi propre, comme si elle n'avait jamais été utilisée? D'après les propriétaires de la villa, la femme de ménage qui est venue nettoyer la chambre de Carla le lendemain n'a rien remarqué de bizarre. L'endroit était très propre, tout était normal. Elle a fait son travail et le lendemain, la chambre a été relouée. Carla semble bel et bien s'être volatilisée. Ses amis et sa famille commencent à craindre le pire. On pensait qu'elle avait été kidnappée parce que malheureusement, il y a un gros problème de trafic d'êtres humains en Amérique centrale. Mais que s'est-il passé, bon sang? C'était horrible. J'ignorais totalement ce qu'on pouvait ressentir quand quelqu'un qu'on connaissait disparaissait. On ignorait ce qui s'était passé. On ne savait même pas si elle était vivante ou si elle avait besoin d'aide. Qu'est-il arrivé à Carla? Second day, the hot springs. En grande voyageuse, Carla Stefaniak décide de célébrer ses 36 ans au Costa Rica. Un pays réputé pour son écotourisme et ses jungles tropicales. Mais quand elle ne rentre pas chez elle en Floride, sa famille craint qu'elle ait été kidnappée. Sur les réseaux sociaux, ses proches font circuler la nouvelle avec le hashtag « à la recherche de Carla ». On a fait absolument tout ce qu'on pouvait. On a arrêté de vivre notre vie et on s'est concentré sur la recherche de Carla. On mangeait plus, on dormait plus, on voulait la retrouver. Enfin, le 3 décembre 2018, 6 jours après la disparition de Carla, les enquêteurs passent à la vitesse supérieure. Ils passent au crible la chambre de Carla avec des produits chimiques et des chiens renifleurs. Ce qu'ils y découvrent alors est terrifiant. Il y avait des traces de sang partout. Les chiens ont senti le sang. Ça voulait dire qu'il s'était forcément passé quelque chose. Et pire encore, quelqu'un se serait donné beaucoup de mal pour tenter de le dissimuler. Les policiers nous ont annoncé que la pièce avait été nettoyée plusieurs fois à l'eau de javel et au vinaigre afin d'avoir l'air immaculé. Malheureusement, la famille de Carla doit faire face à son pire cauchemar. Elle était peut-être morte. Quelques heures plus tard, elle reçoit une terrible nouvelle. There is still no official confirmation the body found in Costa Rica is that of Stefaniak. Les chiens de la police costaricaine découvrent un corps dénudé et en partie enroulé dans du plastique. Les enquêteurs de la police ont trouvé un corps à 300 mètres de la villa où Carla avait été aperçue pour la dernière fois. Mais on devait attendre les examens du médecin légiste pour s'assurer que c'était bien elle. Les autorités pensent qu'il s'agit de Carla, mais il faut l'identifier. C'est son père et son frère qui ont donc la lourde tâche de se rendre à la morgue pour confirmer ou infirmer cette hypothèse. Mon fils s'est arrêté dans les escaliers. Et moi, j'étais debout au niveau du coin gauche de la table. Et je lui ai parlé. Je lui ai dit, je suis là. On l'aimera toujours.
Allez, envole-toi. Cette terre n'est plus pour toi désormais. Il y a là-haut un endroit magnifique, rempli de lumière, qui t'attend. Je t'en prie, va t'y réfugier au plus vite. Nous ne t'oublierons jamais. Je refusais de l'accepter. Ensuite, j'ai fondu en larmes. J'étais anéanti. J'arrivais pas à y croire. J'étais dévasté. Carla a de toute évidence subi une fin violente. Elle souffre de graves lésions traumatiques suite à des coups portés à la tête et a été poignardée à de nombreuses reprises. Elle avait des coupures au niveau du visage et de la gorge. Quelqu'un lui avait lacéré le corps avec un couteau. Vous imaginez à quel point ça a été dur. Qui a pu faire ça à Carla et surtout, pourquoi? Le corps de Carla est couvert de lésions défensives. Ses proches apprennent ainsi qu'elle a lutté pour sa vie. Son meurtre a été très brutal, mais d'après la police, ça s'est sans doute déroulé très vite, comme elle résistait. Ses agresseurs ont été obligés de la tuer rapidement parce qu'elle se défendait. À mon avis, ce n'était pas une personne facile à maîtriser. Carla n'était pas un petit gabarit. Elle pesait 90 kilos. Elle savait se battre et elle maîtrisait l'autodéfense. Je pense que la lutte a dû être très intense. Quand on a retrouvé son corps, ses avant-bras étaient couverts de lacérations. Ça signifie qu'elle a essayé de se protéger avec ses bras. Elle s'est défendue. Elle n'a pas abandonné. Jusqu'au bout, elle a résisté et a refusé d'obéir à ses agresseurs. Elle s'est battue. Oui, c'était déjà une battante dans la vie. C'est sûr. Carla pesait 90 kilos, mais ce n'était que du muscle. Vraiment, elle était très forte. Elle faisait de la musculation, elle s'entraînait. Elle a lutté très intensément. Très intensément. Selon la police, Carla aurait été tuée dans sa chambre, puis son corps aurait été abandonné dans la forêt. Elle aurait été agressée sexuellement. Comme son ordinateur portable, son téléphone, sa montre et son passeport ont été retrouvés au sol, la piste d'un vol qui aurait mal tourné est écartée. Toutes ses affaires de valeur étaient là, et comme elle a été découverte à moitié nue, la police nous a dit qu'elle avait été tuée pour un motif sexuel. Quelle que soit la raison de sa mort, les proches de Carla sont éperdus de douleur. Je pense que les lâches qui ont tué ma sœur s'en sont pris à elle parce qu'elle était jolie et que c'était une femme seule. Ces gens sont complètement tordus, ce sont des criminels et leur place est en prison. Ce sont les enfants qui enterrent leurs parents. Ça ne devrait jamais être l'inverse. Le jour où le corps de Carla est retrouvé, les autorités arrêtent un agent de sécurité de la villa. C'est un immigré de 32 ans, venu du Nicaragua. Ce monsieur travaillait à la villa et était également logé sur place. Comme par hasard, il occupait la chambre numéro 7. La chambre de ma sœur était la 8. Il n'a pas de visa l'autorisant à vivre au Costa Rica et sa version des faits ne colle pas. C'est lui qui a menti et raconté que Carla était partie à 5 heures du matin le 28 novembre. C'était un immigré clandestin du Nicaragua. Comme il était très probable qu'il décide de s'enfuir et de retourner au Nicaragua pour ne pas être inquiété, la police l'a aussitôt mis en état d'arrestation. Un suspect est en détention, mais la famille de Carla est persuadée que le meurtre de la jeune femme est l'œuvre de plusieurs personnes. La personne qui a tué ma sœur n'a pas agi seule. C'est certain. En un contre un, il aurait été impossible de dominer Carla. Impossible. Je suis sûr que plusieurs personnes ont été impliquées dans sa mort. Et les proches de Carla ne sont pas les seuls à croire à cette théorie. Le rapport d'autopsie indiquait que Carla présentait 7 lacérations au niveau du visage et qu'on lui avait déboîté la mâchoire. On l'a poignardée avec une telle violence que le couteau s'est cassé et qu'on lui a fracturé 2 vertèbres dans la nuque. La famille de Carla est formelle. Il serait impossible pour une personne seule de traîner les 90 kilos de muscles de Carla jusque dans la forêt à 300 mètres de la villa.
Ça aurait été incroyablement difficile de déposer son corps à 300 mètres de là. Un tel poids mort, dans une pente, avec des arbres et des obstacles partout. Une personne? Non. Deux? Non. Au moins 3 ou 4. Et que dire de la propreté de la scène de crime? Une personne seule n'aurait pas eu le temps de transporter son corps dans les bois, de ramasser ses affaires ainsi que les draps couverts de sang avant de nettoyer une chambre aussi grande. L'agent de sécurité arrêté par la police dit avoir été au courant du meurtre, mais ne pas y avoir pris part. Ce qu'il avoue ensuite est extrêmement perturbant. Il a reconnu auprès des enquêteurs que des activités sexuelles abjectes se déroulaient régulièrement au sein de cet hôtel. Du cannabis, de la cocaïne et des amphétamines y circulaient. On peut se demander si quelqu'un a essayé de forcer Carla à prendre part à quelque chose qui ne l'intéressait pas. Ces agresseurs ont voulu forcer Carla à avoir des rapports avec eux. Ils voulaient l'obliger, mais elle a dû refuser leur proposition. Ma fille était quelqu'un de bien. C'était une jeune femme innocente et très droite, depuis toujours. La police retrouve effectivement de l'ADN sur le corps de Carla, mais elle n'en dit pas plus. Nous attendons le rapport du laboratoire de la police scientifique pour savoir à qui appartiennent le sperme et les cheveux trouvés sur le corps de la victime. Les proches de Carla sont à la fois dévastés et frustrés. Le suspect est en détention, mais n'a pas été inculpé pour meurtre. La famille de Carla pense que ses assassins sont toujours en liberté. On va vous trouver. Peu importe le temps que ça prendra. Je vous assure qu'on retrouvera les responsables. Vous allez payer pour ce que vous avez fait à ma sœur. Les proches de Carla ont intenté un procès à Airbnb et au propriétaire de la villa du Costa Rica pour faute ayant entraîné la mort. Selon eux, la sécurité des clients n'est pas suffisamment bien assurée. Tandis que l'enquête pour meurtre se poursuit, les amis de Carla doivent accepter la dure réalité. Leur diva bien-aimée les a quittés pour de bon. Elle avait le goût de la vie et c'était contagieux. Elle adorait se mettre à chanter Cardi B en plein milieu du salon. Elle portait toujours d'énormes boucles d'oreilles comme celle-là. C'était quelqu'un qui avait le sourire, qui aimait avoir du rouge à lèvres et se faire belle. Oui, c'était une personne vraiment extraordinaire. Elle était unique. C'était quelqu'un de bien. Carlita, we're here to celebrate you. Pour ses proches, le plus difficile est d'accepter que Carla soit morte si jeune, aussi violemment, et le jour de son anniversaire, presque à la même heure que celle où elle est née. Quand Carla est née, il était environ 1h30 du matin. C'était le 28 novembre 1982. Et elle a été assassinée vers minuit. Aujourd'hui, on ressent tous comme un vide dans notre cœur. On sait qu'il nous manque quelque chose d'important. Et c'est terrible à vivre au quotidien. Second day, the hot springs. Alors Carla obtiendra-t-elle un jour justice ? Alors que les proches de Carla attendent toujours des réponses, une famille dans l'Illinois se bat depuis des années pour résoudre un mystère tragique. Une nuit de 2014, Pravin Varughese, un étudiant de 19 ans, passe un étrange coup de téléphone à une amie. Il lui a dit « Anita, ne raccroche pas ». Elle a entendu des gens se disputer et les bruits d'une bagarre. Elle avait l'impression que quelqu'un courait. C'est la dernière fois que quiconque entend la voix de Pravin. Le jeune homme est un étudiant de 2e année à l'université de Carbondale. Il est très sociable et bien apprécié de ses camarades. Mon fils était la personne la plus généreuse au monde. Il voulait à tout prix que les gens autour de lui soient heureux, alors il essayait toujours de faire rire ses proches. Pravin sait déjà ce qu'il veut faire de son avenir, devenir policier. Ma mère et lui rigolaient et disaient qu'elle était la première personne qu'il arrêterait en tant que policier.
sa devise est YOLO. On ne vit qu'une fois en français. Il disait toujours YOLO. Le mystère de la disparition de Pravin commence la nuit du 12 février 2014. Il a l'intention d'aller à une fête en dehors du campus avant de rejoindre ses colocataires dans un bar. Mais tout ne se passe pas comme prévu. En effet, Pravin n'arrivera jamais au bar. Il passe l'étrange appel téléphonique à son ami à minuit 29 avant de ne plus donner le moindre signe de vie. Le lendemain soir, les parents de Pravin reçoivent un appel inquiétant de la police de Carbondale. J'ai demandé ce qui se passait. C'est là qu'on m'a dit « Votre fils s'est porté disparu ». Et je sais que je n'oublierai jamais ce coup de téléphone. Après ça, toute ma vie a changé. Les parents de Pravin parcourent aussitôt les 6 heures de route qui les séparent de l'université de leur fils. Il n'était pas du genre à disparaître sans donner de nouvelles. Il n'était pas comme ça. Quelque chose clochait. Je savais qu'il lui était arrivé malheur. La police ne semble pas inquiète. Je me souviens qu'un policier m'a dit « Ne vous inquiétez pas, ça arrive à tous les jeunes ». Je lui ai dit que Pravin n'était pas comme ça. La frustration des proches du jeune homme va crescendo. L'université n'a pas envoyé de message aux étudiants pour les prévenir de la disparition de Pravin et faire circuler le mot. Si Pravin avait été blanc, je suis certaine que des hélicoptères auraient été lancés à sa recherche. Le 16 février, soit 4 jours après la disparition de Pravin, sa famille reçoit une deuxième mauvaise nouvelle. La police ne va pas continuer les recherches ce jour-là, car c'est un dimanche et le manque de personnel se fait sentir. Comment ont-ils pu suspendre les recherches? Ça me fait mal. Je suis toujours blessée de savoir qu'il n'y a pas eu de recherche ce dimanche-là. Désemparés, les proches de Pravin offrent une récompense de 15 000 $ pour toute information. Et malheureusement, le 18 février, 6 jours après la disparition du jeune homme, leur plus grande crainte se confirme. Pravin was found deceased at approximately 9:45 a.m. this morning. J'avais bon espoir de le retrouver vivant. Un informateur contacte les enquêteurs et leur donne l'emplacement du corps de Pravin. Il se trouve au beau milieu des bois, à presque 300 mètres de la route la plus proche. C'était là. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience des choses. Je me suis mise à hurler. Mais quand la mère de Pravin demande à voir l'endroit où il a été retrouvé, la police refuse de l'y emmener. Puis le rapport d'autopsie arrive. Le médecin légiste conclut que le décès de Pravin est dû à l'hypothermie. Il est mort de froid. Même si cette nouvelle est bouleversante, le plus dur pour la famille est de ne pas être autorisé à voir le corps du jeune homme. Cela choque Monica Zoukas, une présentatrice de radio locale et représentante de la victime. Les parents de Pravin ont dû se battre, se fâcher et causer une véritable scène pour être autorisés à voir le corps de leur enfant. Mais la mère de Pravin est infirmière. Et quand elle est enfin autorisée à voir son fils, elle est horrifiée par ce qu'elle découvre. J'ai demandé qui avait battu mon fils de cette manière. Et les incohérences ne s'arrêtent pas là. On m'a dit qu'il avait été trouvé à plat ventre et qu'il s'agissait d'engelure. Après, on m'a dit qu'il avait été trouvé sur le dos. La famille remet en question les conclusions du médecin légiste et quand le corps de Pravin arrive à Chicago, le responsable du funérarium ne peut qu'appuyer leurs doutes. Avec ses 30 ans d'expérience, il a vu que Pravin n'était pas mort d'hypothermie. Alors un deuxième médecin légiste l'a examiné. Le deuxième rapport d'autopsie atteste alors que Pravin n'est pas mort d'hypothermie, mais d'un puissant coup à la tête. 2 autopsies différentes, 2 conclusions différentes. Furieuse et bouleversée, la mère de Pravin est déterminée à découvrir ce qui a vraiment causé la mort de son fils. Une mère en deuil est la meilleure des enquêtrices. Je me suis réveillée. J'ai décrété que malgré mes difficultés à parler anglais, je n'allais pas arrêter de m'exprimer sur le sujet. La police révèle alors que l'informateur tient tous ses renseignements d'un certain Gage Bethune. Gage est le cousin de l'informateur
et il était à la même fête que Pravin la nuit où ce dernier est mort. Mais il n'est pas dans la même université. Dès qu'on m'a donné son nom, j'ai interrogé les amis de mon fils. Personne ne le connaissait. Gage a vécu toute sa vie à Carbondale. Lui et sa famille connaissent bien la ville et ses habitants. Gage Bethune est issu d'une bonne famille. C'est un jeune homme bien plus mature que ce que son âge pourrait nous laisser croire. C'est un jeune de 19 ans. Pravin et lui sont nés à 3 jours d'écart. La police décide d'interroger Gage Bethune. Il raconte avoir accompagné Pravin en voiture le soir de la fête, car le jeune homme était tellement ivre qu'il ne savait plus comment rentrer chez lui. Gage ajoute qu'ils se sont disputés à cause d'un problème d'argent avant de se battre. Pendant la bagarre, il dit qu'ils ont tous les deux dévalé une pente qui mène à une zone très boisée. Gage raconte que la bagarre s'est terminée quand Pravin s'est enfui dans les bois. Après ça, le jeune homme a dû mourir de froid sur place. Malheureusement, c'est une histoire vieille comme le monde. Parfois, les jeunes ne se rendent pas compte des dangers que présente la nature. Lovely tente de s'adresser au procureur, mais elle n'obtient pas les réponses qu'elle désire. Notre conversation a duré plus d'1 heure et il n'a fait que critiquer Pravin. Il disait que mon enfant n'était pas un fils modèle. Selon lui, je m'étais trompée et Pravin était impliqué dans des activités illégales. Le procureur dit à Lovely que son fils était sans doute trop ivre pour réaliser ce qui se passait. Pour ne rien arranger, pendant une conférence de presse, les enquêteurs annoncent que la piste criminelle a été écartée. Mais Monica Zoukas relève plusieurs incohérences. On m'a rapporté plusieurs déclarations qui étaient inexactes. Les choses ne collent pas. Les amis de Pravin rapportent que le bar où il devait les rejoindre se trouve tout près du lieu de la fête. Il devait s'y rendre à pied et n'avait pas besoin de voiture. Pravin marchait énormément. Il ne se faisait pas déposer en voiture. Il n'aurait pas discuté avec quelqu'un qu'il ne connaissait pas en pleine nuit pour lui demander de le raccompagner en voiture. Ça ne lui ressemblait pas le moins du monde. De plus, Pravin a été retrouvé pieds nus. S'il s'est enfui dans les bois, comme le prétend Gage Bethune, alors où sont ses chaussures? Ses pieds ne présentaient pas la moindre égratignure. Il n'était pas abîmé. Comment aurait-il pu s'enfoncer aussi loin dans les bois sans chaussures pour protéger ses pieds? Mais pire encore, quand l'analyse toxicologique réalisée sur Pravin arrive, tout est négatif. Quand les tests sont arrivés et qu'il n'y avait pas la moindre trace de drogue ou d'alcool dans le sang de Pravin, j'ai cru que j'allais disjoncter. Monica contacte la famille de Pravin. Elle a des enfants et elle veut aider Lovely à faire toute la lumière sur la mort de son fils. Si quelqu'un cherchait à s'attaquer à Lovely et à lui nuire, alors il allait déjà devoir me passer sur le corps. Une mère est prête à tout pour défendre ses enfants. Je peux vous garantir une chose, rien ni personne n'allait pouvoir m'empêcher de trouver la vérité. Personne. En février 2014, 6 jours après sa disparition, le corps de Pravin Varughese, un étudiant de 19 ans, est retrouvé dans les bois de la petite ville universitaire de Carbondale, dans l'Illinois. Officiellement, il serait mort d'hypothermie. Mais sa famille n'en croit pas un mot. Surtout après avoir fait réaliser une seconde autopsie qui certifie que Pravin est mort d'un coup violent porté à la tête. Je savais qu'il lui était arrivé malheur. La police interroge Gage Bethune, qui a assisté à la même fête que Pravin la nuit de sa mort et dit l'avoir raccompagné en voiture. Il reconnaît avoir frappé Pravin au visage après s'être disputé et battu avec lui à cause d'un problème d'argent. Mais le procureur général de l'Illinois ne l'inculpe pas et l'avocat de Gage clame que ce dernier n'est pas impliqué dans la mort de Pravin. C'est une tragédie, mais un accident. Puis, moins de 2 jours après la découverte du corps de Pravin, Monica Zoukas reçoit une information choquante sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, une jeune fille a écrit qu'un policier était sur les lieux du crime ce soir-là. Et en effet, la nuit de la mort de Pravin,
un policier de l'État de l'Illinois a vu Gage Bethune. Il s'est garé et a discuté avec Gage, qui se tenait près des bois où le corps de Pravin sera retrouvé quelques jours plus tard. Personne ne nous avait parlé du policier. Les proches de Pravin sont fous de rage. Sur la caméra embarquée dans la voiture du policier, on peut même apercevoir Gage sortir des bois. Le policier dirige brièvement sa torche en direction des bois, mais il s'arrête là. Il quitte les lieux et Gage Bethune en fait autant. Et soudain, coup de théâtre. Gage reconnaît avoir menti dans ses déclarations aux policiers cette nuit-là. Il avait affirmé qu'un homme de couleur avait tenté de lui voler de l'argent. Même s'il admet avoir menti aux policiers, Gage n'est jamais arrêté ou considéré comme suspect dans cette affaire. Au contraire, il se présente comme quelqu'un ayant essayé de venir en aide à Pravin la nuit de sa mort. Gage Bethune described himself to police as a good Samaritan. Gage a supplié le policier présent sur les lieux d'aller fouiller les bois, à la recherche du passager qui avait quitté son véhicule. Mais tout le monde ne considère pas Gage comme un bon samaritain. Certaines personnes soupçonnent même Gage Bethune d'avoir droit à un traitement de faveur parce que lui et sa famille connaissent du monde à Carbondale. Ce policier connaissait sans doute très bien M. Bethune ou son père. L'avocat de Gage dénonce des attaques injustifiées envers son client. Certaines choses rapportées sur Gage dans les médias n'avaient absolument aucun fondement. Mais les proches de Pravin sont convaincus que quelque chose ne va pas. Et avec l'aide de Monica, ils organisent des manifestations. Ils demandent la publication des dossiers de l'enquête grâce à la loi d'accès à l'information. On a déposé cette demande plusieurs fois, mais à chacune de nos tentatives, le procureur général a fait opposition. Il disait que l'enquête était encore en cours. Puis, en mars 2015, plus d'un an après la mort de Pravin, le procureur général se récuse soudainement et décide alors d'affecter un procureur spécial sur cette affaire. Une fois nommé, ce dernier accepte de laisser la famille de Pravin accéder au dossier de l'enquête. Ce moment a marqué un véritable tournant dans l'affaire. En se plongeant dans les dossiers, les proches de Pravin découvrent une preuve déconcertante. On a trouvé les images d'une caméra de surveillance à détecteur de mouvement. On pouvait y voir un homme blanc qui ressemblait beaucoup à M. Bethune en train de transporter une personne de l'autre côté de la rue. Sous le choc, Lovely et Monica décident aussitôt de transmettre la vidéo au procureur spécial. On est deux mamans qui avons voulu dire non. Ça suffit. Vous n'allez pas occulter la mort de son fils aussi facilement. Mais les images ne sont pas assez nettes pour être exploitées et leur demande n'aboutit pas. Toutefois, d'autres éléments sont préoccupants. Ce soir-là, Pravin portait des chaussures violettes, celles qu'il mettait pour sortir. Mais la seule et unique chaussure qui a été retrouvée dans les bois et a été photographiée ne ressemble pas à celle de Pravin. Ce n'était pas sa chaussure violette, et c'était une marque qu'il ne portait jamais. Pire, ce n'était pas sa pointure. Ses chaussures ont disparu. Pendant 2 longues années, il n'y a plus d'avancée. Mais soudain, en juillet 2017, les événements prennent une tournure inattendue. Gage Bethune is charged with first-degree murder in the death of Pravin Varghese. Le procureur spécial fait savoir qu'il y a assez de preuves indirectes pour accuser Gage Bethune de meurtre. La police a interrogé d'autres personnes, récolté d'autres preuves, et ça a mené à l'inculpation de Gage Bethune. En juin 2018, plus de 4 ans après la mort de Pravin, le procès de Gage Bethune s'ouvre. L'accusation clame que Gage a si violemment frappé Pravin que celui-ci s'est retrouvé désorienté dans les bois avant d'y mourir. Mais la défense soutient que Gage n'a pas grièvement blessé Pravin. Gage n'a fait que se défendre. Les très légères marques et blessures qu'on pouvait observer sur le corps de Pravin n'étaient pas assez graves pour provoquer une perte de connaissance. L'avocat de Gage affirme que la bagarre opposant les deux jeunes n'était pas sérieuse.
Après tout, il ne faut pas oublier qu'un policier est arrivé quasiment au beau milieu de ce léger affrontement. Mais selon Monica, cette théorie est absurde. On voit très bien sur les images que Gage n'était pas le moins du monde blessé. Mais Pravin a été retrouvé mort 6 jours plus tard, à cause d'un coup à la tête, et son corps présentait des traces de violence. Au procès, le policier qui a discuté avec Gage près des bois est appelé pour témoigner. Il dit n'avoir eu absolument aucune idée de ce qui était en train de se jouer ce soir-là. Et il a ajouté, en sachant tout ça, j'aurais cherché jusqu'à le trouver. Et soudain, à la surprise générale, Gage se présente dans le box des témoins. Voir Gage Bethune se présenter en tant que témoin nous a tous choqués au plus haut point. Sous serment, Gage reconnaît avoir frappé Pravin au visage, mais également à la tête. Le public n'arrivait pas à y croire. Il a témoigné. Il l'a dit. Toute personne normalement constituée qui entendrait ses confessions aurait compris qu'il était coupable. Le 14 juin, après une semaine de procès, le jury déclare Gage Bethune coupable de meurtre avec préméditation. La famille de Pravin est ravie, mais ce bonheur ne va pas durer. 3 mois plus tard, le 17 septembre, quand Gage Bethune se présente au tribunal pour sa condamnation, les proches de Pravin remarquent quelque chose d'étrange. Quand j'ai vu Gage Bethune arriver, il portait des vêtements de ville et il n'était pas menotté. Je me suis demandé ce qui se passait. La suite des événements est choquante. The man convicted of killing Pravin Varghese will have that conviction thrown out. Le juge déclare que l'acte d'accusation a été mal rédigé et que l'utilisation du terme « consciemment » a pu désorienter le jury. En regardant l'acte d'accusation, on a compris que Gage était condamné dès le départ. On n'aurait jamais pu démontrer que Gage avait tué avec préméditation et consciemment. La famille de Pravin n'arrive pas à y croire. Après ça, j'ai lu des dizaines et des dizaines d'actes d'accusation et le mot « consciemment » y est utilisé quasiment à chaque fois. Le juge l'avait vu, l'accusation et la défense aussi, et personne n'avait rien dit au moment du jugement. Alors que Gage allait être condamné pour meurtre, le juge demande la tenue d'un nouveau procès et le jeune homme repart libre. Mais c'est quoi ça? Sérieusement? Le juge l'a laissé repartir libre. C'est ce qui me dégoûte le plus. On faisait confiance à la justice. Et à la police aussi. Plus maintenant. Le procureur a bien l'intention de demander un nouveau procès, mais pour l'instant, Gage est libre. Gage Bethune est innocent. Il n'a rien fait de mal. Saurons-nous un jour ce qui s'est vraiment passé? Pravin obtiendra-t-il justice? La famille du jeune homme ainsi que Monica sont bien déterminés à percer le mystère de sa mort. On lutte pour tous ceux qui n'ont pas le courage de se battre contre les institutions. Il faut savoir qu'on n'est pas différente. On est comme n'importe quelle mère aux États-Unis et dans le monde. Tout le monde peut combattre l'injustice. Au-delà de la mort de son fils, ce besoin de réponse est très personnel pour Lovely. On n'a pas réussi à avoir d'enfants pendant 5 ans après notre mariage. À cette époque, alors qu'on essayait d'avoir un bébé, j'ai fait une promesse à Dieu. Je lui ai dit que s'il me donnait... La nuit avait installé sa respiration dans la maison, comme un animal discret, à l'extérieur. La chaleur tenait encore au mur, et les insectes frottaient leurs ailes contre l'obscurité en une rumeur d'allumettes. À l'intérieur, l'air climatisé transformait chaque pièce en aquarium transparent. Les angles brillaient d'un poli presque trop net. Et les objets semblaient posés pour une photographie qui n'aurait jamais lieu. Une guitare, appuyée contre une bibliothèque basse, tenait son rôle de meuble docile. Pourtant, de temps à autre, un fil d'air venu du couloir effleurait ses cordes. Ça ne faisait pas un accord. Juste un tintement, bref, métallique. Une vibration qui ne disait rien et disait tout. Quelqu'un passait. Le couloir menait comme une phrase longue à une chambre où l'on parle bas. Les rideaux y étaient tirés avec une volonté de limiter le monde à une géométrie simple. Un lit, 2 tables,
des cadres alignés, un téléphone, une télécommande, un verre d'eau qui gardait à la surface. L'image minuscule d'une veilleuse, les murs, clairs, semblaient vouloir renvoyer l'idée d'une paix moderne, contrôlée, vérifiable, mais la paix n'aime pas qu'on la surveille. Elle préfère qu'on l'oublie. Dans la cuisine ouverte, une horloge murale retardait d'1 minute. Sur l'îlot, des fruits, une assiette, des traces de miettes que la lumière bleutée rendait plus nettes qu'elles n'étaient. Le réfrigérateur, à intervalles réguliers, lançait un souffle bas, comme le soupir d'un nageur avant d'aller sous l'eau. Au salon, un tapis épais étouffait les pas, et les vitres hautes rendaient à la nuit sa propre image. Le quartier, dehors, clignotait sous les alarmes des villas, des barrières, des murs, des capteurs, tout un orchestre de sécurité qui, paradoxalement, fabrique un silence plus dense. Au fond, l'ombre d'une silhouette fit une parenthèse sur un mur, puis s'absorba. La guitare, seule, vibra d'un fil. On aurait dit que la maison se rappelait à elle-même la possibilité d'un son. Plus tard est un mot glissant. Il vous déplace d'une marche sans prévenir. Un téléphone alluma sa petite luciole, une notification. Une œillure qui s'accroche comme une punaise au tableau. On touche l'écran. On le repose. Le doigt garde un peu de lumière. La frotte contre le drap, sans défait. Il n'y a pas de bruit, vraiment, seulement des micro-événements. Une porte qui s'ajuste sur son chambranle, un verre qu'on repose trop droit. Une poignée qui vérifie sa fonction. Par la fenêtre décalée, on devine la ville au loin, couchée sur ses propres distances. Les chiens, parfois, discutent entre jardins. Une voiture tarde, s'arrête, repartent. Et dans cette trame sans événement. La nuit se fabrique des détails. Le détail, ce soir-là, avait la forme d'un « pourquoi ?» Il arriva sans inviter personne, avec la banalité d'une goutte qui décide d'être un début. Un froissement de tissu, des pas. À peine, une hésitation au milieu du couloir. Une porte qu'on n'ouvre pas d'un coup, mais en laissant autant la moitié du geste. On voudrait que les maisons parlent, qu'elles posent leurs phrases sur nos angoisses comme des mains calmes. Elles savent autre chose. Elles gardent les microsecondes. Elles épinglent les avant. Elles notent les après, entre les deux. Elles nous laissent seuls avec nos interprétations. La guitare vibra encore. Pas assez pour être musique, assez pour être souvenir. Le bois, contre la bibliothèque. Transmite le son au meuble, qui le transmit au parquet, qui le transmit aux murs. C'est cela. Un huis clos, pas un lieu qui enferme, un lieu qui répercute. Le moindre geste devient l'écho d'un autre. La moindre hésitation le double d'une intention. On ne sait pas encore ce qui va se jouer. On sait déjà que tout ce qui se jouera cherchera une version qui l'arrange. Le salon portait sur lui la biographie de 2 vies pressées. Des trophées qui disent la vitesse, des photos qui disent l'avant, l'effort, le podium, la joie fière de faire tenir l'impossible dans un corps. Tout ça. La maison le garde comme une réputation, et les réputations forment un bruit de fond. Elles vous parlent à l'oreille, même quand vous ne voulez pas écouter. Elles disent « Tu es celui qui court, celui qui gagne, celui qui maîtrise. » Et la nuit, « Tais-tu, reprends. Et si tu ne maîtrises pas, on croit que le drame arrive d'un seul bloc, comme un orage qui déciderait de la pluie d'un coup. La plupart du temps, il arrive par petites erreurs compatibles. Un angle qu'on évalue mal, une voix qu'on entend à travers un mot qu'on place trop vite, le souffle qui se raccourcit parce que la peur se présente sous un costume raisonnable. Un détecteur clignote, non pour dire « danger », pour rappeler son existence. La maison n'a pas d'intention. Elle a des états, ce soir-là,
Tous ses états étaient réveillés. La chambre. Elle gardait la sensation d'une fatigue qui cherche son creux. Le lit avait gardé l'empreinte de 2 corps, puis d'un seul. On ne sait jamais très bien à quel moment la solitude s'installe dans un lit partagé. C'est un glissement. On recoule de drap, une épaule qui se défait d'une autre. Entre le chevet et la porte, la distance devenait une question. La poignée brillait, lisse. Persuadée d'avoir encore son rôle simple. Ce qui va suivre se noue tout entier dans cet intervalle. Dans la salle d'eau, la lumière est plus blanche, plus dure. Un miroir qui rentre avec excès. On lave des dents, on rince un verre. On ouvre un tiroir. On cherchait une crème. On referme. Un geste d'hygiène peut durer 1000 ans dans la mémoire d'une maison. Il déborde même l'événement qui le suit. Les objets, eux, n'offrent pas de commentaires. Ils proposent leur docilité. Ce soir-là, l'un d'eux, poignée ronde. Serrure et docile, allait être invité à raconter plus qu'il ne savait. Au même moment, derrière un mur, la ville fait parvenir son catalogue de bruits. Un portillon qui claque dans une résidence voisine. Un scooter sur un boulevard sombre. Une sirène lointaine. Pure géométrie. La nuit ajoute son épaisseur. Et dans ce feuilletage, un autre son arrive. Ténou. La corde aiguë de la guitare qui touche l'étagère. Une vibration si petite qu'elle ressemble à un insecte. On ne s'en souvient pas sur le moment. On s'en souviendra plus tard. Parce que les détails inventent des mythologies, quand les grandes phrases font défaut. La distance entre la chambre et la porte du fond n'est pas longue. Mais la nuit est un couloir qui vieillit les maîtres. Le corps, soudain, devient sa propre carte. Le cœur accélère, la main une mesure. L'oreille interprète, la bouche se tait pour mieux écouter. On tente de faire entrer le réel dans des cases. Bruit connu, bruit inconnu. Présence attendue. Intrus, danger imaginaire. Danger possible. On voudrait utiliser la bonne colonne. On ne sait jamais. Il y a, dans certaines maisons, des habitudes tactiques. On pose un téléphone ici. Une télécommande là. On garde la clé proche. On vérifie 3 fois les verrous. On s'entraîne à faire les choses dans le bon ordre. On se croit préparé. Mais la nuit a sa propre grammaire. Elle déplace les virgules, coupe les phrases plus tôt, allonge des adjectifs, laisse des verbes sans complément. Alors les gestes s'en mêlent. La logique vacille. Et l'ombre au bout du couloir devient un personnage que l'on nomme sans preuve. La guitare, encore. Dit ting. Cette fois, on l'entend, ce n'est pas un signe. C'est un frottement, mais l'oreille affamée le lit comme un signe. Le cerveau, que l'on croit rationnel, improvise. Il balaie en 1 seconde la mémoire de la maison. Les histoires qu'on a lues dans les journaux, les conseils qu'on s'est donnés le jour où l'on a décidé d'habiter ici. Il choisit une piste, arbitrairement. Il la suit, par amour du contrôle, par peur du hasard. C'est humain, la porte intérieure. Plus mince que la porte d'entrée, a le vilain défaut des portes intérieures. Elle parle trop clair lorsqu'elle s'ouvre. Elle énonce lorsqu'elle se ferme. Elle communique, le chambranle prend note. La poignée signe, le penne commente. Dans ce théâtre, la moindre poussée devient dramaturgie. On pose la main, on retient sa respiration. On écoute l'autre côté, on se raconte l'autre côté. Surtout, et le récit que l'on fabrique entre dans la maison comme une 3e présence. Plus tard, on viendra mesurer des distances, comparer des versions, reprendre les minutes une par une comme des fruits dans un panier. On racontera la musique des bruits, fracas, cris, appel en cherchant un tempo. On fera parler les murs. On demandera aux voisins de rejouer leur sommeil. On alignera des plans comme des partitions. On apprendra à confondre le frisson d'une corde et le verdict d'une seconde. Mais pour l'heure, le monde tient dans un rectangle de couloir et la perception dans un battement. Il n'est pas nécessaire d'adorer
le drame pour qu'ils vous choisissent. Il suffit d'avoir, ce soir-là, un cœur qui bat, des mains qui cherchent, une peur qui sait se maquiller en décision. La maison, elle, ne change pas. Elle garde son plan. Ses angles, sa guitare, ses vitresses. Elle attend. Le tintement cesse. Un autre bruit commence. Ailleurs, plus lourd, plus certain. La nuit, qu'on croyait docile, révèle sa capacité de réveiller les biographies. On n'est plus un athlète, un voisin. Un nom dans un article. On est quelqu'un à qui la maison demande « Que fais-tu maintenant ?» Et l'instant se dilate, énorme, ridicule, implacable. La peau perçoit des détails que l'œil n'avait pas demandés. La fraîcheur du sol sous les pieds, l'odeur de linge propre, la rugosité microscopique de la peinture contre les phalanges, le bourdonnement très bas du réfrigérateur au loin, qui, soudain, semble une menace. On voudrait un témoin, un arbitre, une règle. Il n'y a que des objets et la guitare, qui ne vibre plus. Au dehors, quelque part dans la nuit plus grande, des gens dorment comme on défend un pays. Ils garderont, demain, la paix qu'ils n'ont pas su prêter à cette maison. Mais ici, maintenant, tout se joue à huis clos. On pourrait croire que c'est l'histoire d'un bruit et d'une peur. C'est plus cruellement l'histoire d'une interprétation, une façon de lire la nuit, d'écrire sur le silence, d'exiger d'un son ce petit tintement de métal sur bois qu'il fournisse une conclusion. Le temps reprend sa marche avec la brutalité d'une porte qu'on pousse pour qu'elle tranche. Enfin, entre deux versions du monde. La suite n'aura rien d'un roman. Elle s'entêtera avec des gestes. Des objets, des horloges, des téléphones, des voix. Elle remplira la maison de spécialistes qui viendront mesurer la part de nos personnages dans ce que la nuit a jugé bon de nous faire. Mais avant cela, il fallait poser ce décor, entendre ce fil ténu de guitare. Goûter ce moment où le moindre son a valeur de destin. Car c'est là que les histoires se jettent, non dans le fracas, dans l'endroit exact où un tintement infime, venu de rien, titube vers une décision, et où chaque millimètre parcouru réclamera, plus tard, d'être raconté à la règle. Le premier son qui fendit la nuit ne fut pas un cri, ce fut un silence qui changea de densité, comme si l'air avait avalé brusquement une gorgée d'ombre. Puis vinrent les secondes. Ces petites bêtes têtues qui mordent le bord de la raison. Une main chercha l'interrupteur, renonça, préféra la mémoire des lieux à la lumière. Dans la maison, chaque objet reprit sa respiration. Le frigo au loin, le compresseur de la clim, la minuterie d'un four oublié qui jouait sa note unique. Entre ces pulsations, un autre battement humain, cette fois s'imposa au thorax, assourdissant. Il rythma la décision. Le couloir parut s'allonger sous le pas. Les ombres glissèrent le long des plaintes comme si elles avaient, elles aussi, reçu l'ordre de se taire. À gauche, le salon retenait de sa géométrie. À droite, la porte intérieure. Mince, dressait sa ligne fragile entre l'inconnu et l'habitude. On posa la paume dessus avec la prudence qu'on réserve d'ordinaire, au front d'un enfant fiévreux. La poignée, lisse comme un mensonge, céda d'un quart de tour. Le Pen, courtois, répondit. Une bouffée de carrelage frais monta comme une preuve. On tendit l'oreille. La maison tint son souffle à la verticale, puis le bruit pas de théâtre. Précis comme une syllabe, un claquement comprimé, un métal qui dialogue avec une cavité étroite, un son qui, dans un tribunal, deviendra une preuve et, dans une chambre, n'est qu'un choc mal placé. On saura, plus tard, l'angle, la distance, la matière. Ici, on ne sait que l'effet. Le corps se fend au milieu. L'air fait un pas en arrière. La pensée s'accroupit derrière un meuble. 1 seconde, 2. On parlera d'éternité,
Ce n'était qu'un animal blessé coincé dans une cage à secondes. Les voisins, de l'autre côté des jardins, tournèrent dans leur sommeil comme si une main invisible venait de déplacer la couette du quartier. Avec la brutalité d'une idée qui s'est trop retenue, la nuit se remplit d'un appel, pas une phrase. Un prénom sans voyelles, la forme brute d'une supplication jetée contre des murs trop propres. Les chiens, farouches et diplomates, s'abstinrent pour une fois de répondre. Les alarmes des villas, elles, restèrent indifférentes. Elles n'ont pas d'oreilles pour les malheurs qui n'entrent pas par les fenêtres. Le téléphone, arraché à sa station par un geste qui voulait être un raisonnement, trouva la ligne au premier essai. La voix au bout ne collait pas au décor. Trop professionnelle, trop droite. Une langue de procédure qui venait heurter la grammaire du panique. Les mots furent posés, à l'étain, en pièces détachées. Ils se cognèrent, s'éparpillèrent, finirent quand même par dire l'essentiel. La voix répondit par un carquois de consignes. Respirez, restez en ligne, comptez, vérifiez. On obéit par salve. Le couloir, Saudin, reprit ses proportions. Le monde, ses angles. Dans le salon, la guitare vibra d'un cheveu. Une note qui aurait voulu être un souvenir heureux. On détesta ce petit son avec la violence des innocents. On aurait voulu qu'il se taise, qu'il ôte à la maison son droit à la musique, qu'il admette la catastrophe, mais les objets ne font pas d'efforts. Ils restent obstinément eux-mêmes, la corde, traversée par l'air, rendit au parquet un frémissement qui, dehors, fit lever un rideau. Le portail électrique du lotissement se déploya avec l'hésitation majestueuse d'une machinerie d'opéra. Les phares déchirèrent une haie. Puis la suivante. Les pneus sur les pavés dessinèrent des virgules. Des bottes frappèrent le perron en cadence. La sonnette, trop polie, eut l'indécence de faire son carillon comme un jour de livraison. Les voix neutres firent leur travail. Ouvrez, reculez, gardez la ligne. Un souffle, dans le combiné, se déchira. Redevenu brume à l'instant même où l'on exigeait de lui un récit, dans la chambre blanche de la salle d'eau, la lumière insulta la nuit. Elle désigna les surfaces comme des coupables. Des mains gantées se posèrent sur le métal. L'évier, un téléphone qui clignotait encore des minutes précédentes. Chaque geste fut un verdict muet. En isole, en scale, en photographie, la maison, qui avait si bien su répéter ses habitudes, se vit soudain équipée d'une mémoire étrangère. La mémoire des procédures. Elle deviendrait le lendemain un dossier avec des onglets, des index, des procès-verbaux. Mais, cette nuit, elle n'était encore qu'une salle où l'on demande au destin d'expliquer sa ponctuation. La douleur, là-bas, ne ressemblait déjà plus à un cri. C'était un leitmotiv. Par vagues, avec, au milieu, des rivages de phrases. Ça va aller. Reste avec moi. J'arrive. Le temps, dressé sur ses pattes arrière, finit par obéir au décompte des gants. On sortit une civière, on déplia une couverture. On fit glisser la catastrophe vers un cadre, entre la chambre et la porte d'entrée. Il y a toujours une histoire de maître. Il faudra, demain, les mesurer. Cette nuit, on les franchit comme un fleuve. Un voisin compta les pas depuis sa fenêtre, en imaginant un texte qu'il ne dirait jamais. Une voisine, au téléphone, se surprit à ajouter « je crois » devant toutes ces phrases. L'ambulance, ventre lumineux, avala l'instant. Le portail, encore, exécuta sa courbe. La rue redevint machine. Vitesse, sirène, priorité, la maison. En retour, lâcha ses muscles, le frigo, le compresseur. La minuterie, tout reprit son calme pédagogique, comme si l'habitude voulait couvrir les gravates de la minute. Restèrent dans le silence replié.
des objets qui ne savaient pas être tragiques, une serviette trop bien pliée au pied de la douche, un verre d'eau au chevet, la télécommande posée droit, l'écran du téléphone avec un message qui n'avait pas eu le temps de devenir conversation, et la guitare, appuyée contre la bibliothèque, insistait sur son rôle de témoin paradoxal. On se surprend à haïr une corde pour ce qu'elle a osé rappeler, un temps d'avant, des soirs ouverts, l'enfance d'un rêve où la vitesse n'était qu'une joie. Les premiers uniformes arrivaient pour la seconde vague, celles qui ne transportent pas mais qui enregistrent, posèrent sur le tapis des valises grises, aux fermetures éclairs impératives. Ils se parlèrent à mi-voix, choisirent des angles, dessinèrent des trajets imaginaires. Ils mesurèrent la maison au mètre ruban, comme des tailleurs appliqués, au mur. Les trophées continuaient de briller sans comprendre l'impolitesse d'une gloire qui s'invite au mauvais moment. L'un des techniciens passa la main à 1 centimètre du chevalet de la guitare. Non pour l'effleurer, pour lire le mouvement de la poussière. Récemment déplacé, dit-il en langage sec. L'air, vexé, ne répondit pas. Alors commença ce qui, plus tard, s'appellerait reconstitution, et qui, cette nuit, n'était qu'une tentative disciplinée pour redonner aux secondes une logique. On remonta la cuisine, on reprit la trajectoire jusqu'au couloir. On marqua d'une craie les positions probables. On déclencha et redéclencha la lumière de la salle de haut pour écouter le temps entre 2 clics. On actionna la poignée intérieure à différentes vitesses pour comparer le chant du pêne. On colla un micro contre la porte pour capter ce que le bois avait avalé. On examina la serrure comme on examine une gorge, chercher l'angine d'une histoire. Dehors, la nuit commençait à vieillir. Ce n'était plus la catastrophe, c'était le travail, dans la cour. Le reflet des gyrophares finit par se fatiguer. Des thermos apparurent. Des cafés forts, avalés sans sucre. On se parla d'usure. Mais on continua. Dans une maison, les minutes refusent de tenir si on ne leur met pas un cadre. Les gants, précis, s'occupèrent d'abord de l'évidence trace, fibres, résidus, puis s'autorisèrent à caresser du regard ce qu'ils n'ont pas le droit de nommer, le poids spécifique de la peur dans un mètre carré d'air. Il fallut, bien sûr, parler bientôt, pas cette nuit. Il fallut trouver des mots qui portent la maison sans la trahir. Je croyais. Il m'a semblé. Je pensais que... On découvrit déjà la forme des phrases qui s'affronteront, des intonations qui deviendront des collisions. Mais, dans l'instant, les normes du devoir se réduisaient à quelque chose de très simple et très grave, dire où l'on était, au moment où la guitare a vibré. C'est toujours là que l'histoire se coince, dans la localisation d'une respiration. Les premières lueurs, pas le jour. Son haleine passèrent au-dessus des murs. On rabattit les volets sur l'atelier d'ombre, on scella, on numérota, on fit des listes et on apposa des signatures. La maison, épuisée par tant d'attention, retrouva un peu de son anonymat. Les objets renoncèrent à la tension théâtrale. La guitare, définitivement, cessa de participer. L'air reprit sa neutralité. On emmena la nuit, en pièces détachées, photos, notes, prélèvements, enregistrements, plans. Dans le chemin inverse, quelqu'un ramassa une chaussette abandonnée et la replia. Geste idiot et bouleversant qui rend aux catastrophes leur place dans une maison. Puis la porte se ferma pas slamée. Posé, le verrou consentit avec un bruit d'articulation rassurée. Le portail, une dernière fois, étendit sa courbe, puis resta, bras ouverts, face à la ville. Ce qui restait, alors, ne faisait pas de bruit. C'était une vacance particulière, ce vide qui, dans les grandes maisons modernes, résonne sans écho. On entendit juste, tout au fond, comme un souvenir qui se mord la queue, le tout premier, ting de la guitare.
enregistré quelque part dans la mémoire des murs. On sut qu'on viendrait le chercher encore et encore, qu'on le comparerait à d'autres sons, qu'on l'opposerait à d'autres bruits. En soute, surtout, que la suite ne se contenterait pas de mesurer. Elle demanderait aux vivants de dire, à voix nue, ce que l'oreille avait fabriqué avec la peur, et que, dans cette maison impeccable, la vérité n'aurait pas d'autre choix que de passer par le minuscule interstice qui sépare un tintement d'une décision. Le jour entra sans bienveillance, avec cette clarté plate qui refuse de consoler. La maison, épuisée, avait changé de timbre, elle sonnait creux, comme si l'air, lui aussi, s'était rendu. Les techniciens revinrent avec leurs valises grises qui parlent pas. On remit les gants, on remit la méthode, on remit l'heure au mur. Tout avait déjà été vu la nuit. Mais le matin donne à la rigueur une autre autorité, ce que l'obscurité tolère comme hypothèse. La lumière l'exige comme preuve. On trace un trait au sol pour fixer le ici, un autre pour fixer le là-bas, entre les deux. On tira un fil invisible pour servir de portée. On allait remettre des notes sur la nuit. La guitare, docile, recommença sa carrière de témoin. On la déplaça d'1 millimètre. On colla au chevalet un capteur qui écoute ce que les murs refusent de dire. L'ingénieur s'en posa au centre du salon, un micro qui capture l'air, comme un filet, à papillon, capture des mouvements. Il avait ce geste précis des gens qui dialoguent avec l'invisible. Il claqua 2 doigts, il frappa du plat de la main contre sa cuisse. Il ouvrit et referma la porte intérieure à des vitesses différentes, nota Le Pen. Son scrupule, son retard, sa manière de mordre, chaque bruit, référencé, devint une lettre. On écrivit ainsi un alphabet du huis clos, dans la chambre. On mesura les distances qui la nuit s'étaient transformées en épreuves, pas entre le lit et la porte. Hauteur de poignet, angle de vue dans l'entrebâillement. Tente d'un demi-tour pour revenir au chevet, seconde nécessaire pour atteindre le téléphone sans renverser le verre d'eau haut. Le chronomètre, menteur sincère, posa sa logique sur l'océan. On répéta. On répéta, on répéta encore, jusqu'à ce que l'espace cesse d'être un théâtre et redevienne une pièce. L'une des expertes, Douze Aoulis, se retourna d'un coup, reposa sa main exactement là où, dans la nuit, un geste avait dû se jeter. Elle n'eut pas cette satisfaction de l'évidence. Seulement la fatigue des gestes répétés. La vérité, parfois, s'aperçoit en creux, à force de buter sur les murs. Les voisins vinrent, un à un, poser leurs nœuds de mémoire. Un homme parla d'un bruit comme un battant de bois sur du carrelage. Une femme évoqua des cris qui ne prononçaient pas leurs mots. Un autre, plus loin, se souvint d'un silence serré avant les sirènes. On leur fit réécouter des sons, non pour les convaincre, pour accorder les montres. Ils hésitèrent, se contredirent, se corrigèrent. Le quartier devint un chœur, nous le soliste. Beaucoup de timbres, les oreilles, plus que les yeux, construirent ta maquette. Dans le salon, les trophées de vitesse fixaient la scène à travers leurs verres comme des poissons dorés regardent les enfants. Ils voyaient, mais ils ne savaient pas. On les ignorait avec application, à la place. On s'acharnait sur des choses moins glorieuses, une trace sur la plinthe à hauteur de hanche. Un frottement vertical qui commençait au niveau de l'interrupteur, une marque ovale sur le lino devant la porte intérieure. Empreinte d'un pied nu en demi-fuite ou demi-élan. Rien de spectaculaire. Tout d'essentiel. Les catastrophes ne s'impriment pas en panache. Elles s'éparpillent en poussière. La presse, dehors, commença à se poster derrière les haies, comme on se place dans une salle avant la levée de rideaux. Les camionnettes déroulèrent des câbles. Des perches montèrent comme des jeunes arbres impatients. Des badges passèrent de poitrine en poitrine avec leur diplomatie de plastique.
La maison, de l'autre côté des vitres, resta face à ses maîtres. On n'était pas encore au temps des phrases. On en était à l'heure des chiffres. Un commandant referma son carnet. Le rouvrit aussitôt, revint d'un pas dans le couloir pour vérifier un intervalle. Le redisa à voix basse, comme un pianiste redit d'un passage avant de se lever. Les heures s'étirèrent. Le soleil, dehors, avait renoncé à convaincre. Il s'installait, bête, sur le jardin, sur le mur, sur la grille. À l'intérieur, l'air climatisé fit ce que font toujours ces machines quand on leur confie des tragédies. Il offrit de la régularité. C'était presque doux. Le monde, cette fois, ne s'écroulait pas. Il s'ajustait. On scella. On étiqueta. On transporta. Au passage, un technicien remit la guitare exactement à l'endroit où elle avait commencé son rôle. Contre la bibliothèque, à l'angle. La corde aiguë, chatouillée par le retour, vibra d'un ting plus net, presque impertinent. L'ingénieur s'en leva un doigt, satisfait. Le signal de référence était acquis. Puis, il fallut parler. Pas les murmures du couloir, pas les notes au graphite, articulées. On s'assit à la table, la grande, celle où l'on signe des actes de vente et des calendriers d'entraînement. On posa l'eau, on posa le temps, on posa les questions. Où étiez-vous? Qu'avez-vous entendu? Qu'avez-vous pensé? Que croyez-vous voir? Il y a dans ces interrogations une cruauté banale. Elle vous demande de vous dédoubler, d'être à la fois le corps qui tremble et l'esprit qui juge. On tenta de faire tenir, dans des verbes d'indicatif, ce qui avait été vécu au conditionnel. On bouta, on retomba dans l'enfance de la peur. J'ai cru, j'ai pensé que... Il m'a semblé, on fit, ensemble, l'effort de ne pas transformer l'angoisse en récit héroïque. L'équipe prit des notes propres. On n'aimait ni les exclamations, ni les suspens gratuits. On demandait des minutes, des mètres, des sons. La maison ne résistait plus. Elle offrait une rayure sur un montant, indiqua une vitesse. Un coin de tapis rebiqueur désigna un passage récurrent, le frigo. En ronronnant, donna la fréquence de fond sur laquelle on poserait les autres bruits. Les vitres, par une infime déformation, révélèrent l'abrour approximatif du passage des phares. Tout contribuait à une phrase sans style, épaisse mais inattaquable. On quitta la maison au milieu de l'après-midi avec un sentiment étrange. On n'avait pas avancé. On avait enlevé du flou. C'était déjà beaucoup. Le tribunal. Louis vivait encore ailleurs, dans un futur proche que les journalistes goûtaient d'avance. On voyait par anticipation la sale boiserie, la grande horloge qui surveille, les mains qui jurent, la mécanique des questions, les mots lourds, comme des marteaux qui n'aiment ni les adverbes ni les larmes. On y viendrait. Forcément, mais le soir. Ce soir-là se réserva pour un autre type de scène. La reconstitution sonore. On revint lorsque la chaleur décroissait. On plaça 3 haute-parleurs aux endroits exacts, salon, couloir. Salle d'eau, on programma leur pulsation. On donna aux peines sa voix enregistrée. On injecta dans la pièce le ting de la corde. On fit circuler l'air à la même vitesse que la veille. Puis on invita le voisinage, pas à entrer, à se poster aux places ordinaires de leur vie, à la fenêtre, sur le pas de leur porte, dans leur cuisine, à un signal. On lança la minute. Le quartier, soudain, devint une oreille géante. Les retours furent sobres, presque techniques. J'entends mieux le second clic que le premier. La réverbération du couloir couvre le bruit du pas. La corde. Je l'aperçois seulement quand la porte est entrebâillée. On nota, on ajuste. On rejoint. La nuit,
Cette fois, accepta qu'on lui marche dans le dos. On la reprit, on la coupa. On la remit dans l'ordre. Quand on éteignit, enfin. Personne n'applaudit. On venait d'obtenir ce qu'on était venu chercher. Une topographie des sons, un plan du minuscule qui, le moment venu, pourrait soutenir le poids affolant des mots. Le lendemain, la presse entra dans son tableau. Les premières images bousculèrent la pudeur des Ace. Les micros rôdèrent autour des bouches qui avaient peu à dire et beaucoup à préserver. Les commentateurs prononcèrent le mot « version » avec cette volupté qu'ils se reprochent d'avoir. Les noms, dehors, commencèrent à fabriquer des itinéraires à l'intérieur des bureaux. Pourtant, les voix restèrent basses et sourdes. On préparait des questions autant que des banderoles. Dans quel sens la peur regarde-t-elle? Jeta quelqu'un, sans pathos, parce que la psychologie finit toujours par s'inviter à la table des maîtres. On releva la phrase au crayon, non pour la publier, pour se rappeler que le cœur a son propre GPS. Dans la maison, dernière passe, on enleva les scellés. On rendit au réfrigérateur sa seule mission. On referma la valise des capteurs. On remit la guitare là où, demain, elle n'aurait plus rien à dire. On passa la main sur le vernis, pas un geste de propriétaire. Un geste d'adieu. La corde aiguë se tut, comme si elle avait compris que son rôle s'arrêtait au seuil de la salle d'audience. Dans le couloir, la lumière se coupa d'elle-même. La poignée intérieure, désormais, ne serait plus qu'une poignée. Alors, pour la première fois depuis la nuit, on entendit un autre son, celui d'une respiration redevenue normale, hors lumière, hors gants, hors mètre, un souffle humain, simple, qui ne cherchait plus à devenir preuve. Dehors, le portail, apprivoisé, se referme. Les camions s'éloignèrent. Les chaînes d'infos retirèrent leur trépied avec un soupir d'ennui déjà coupable. La maison, vide, resta posée là, pareille à ces instruments que l'on rentre dans leur étui après une répétition longue. Elle avait servi, elle se tut le soir, dans un bureau au néon propre. Quelqu'un relut la minute recopiée à la main. Il barra 2 adverbes. Changea peut-être, en sans doute, remplaça voix par timbre. Le texte, destiné au jour où le bois craque sous les chaussures, gagnerait ainsi une exactitude qui ne blesse personne. On rangea, on éteignit, on sortit, et dans la rue, Saudin, un adolescent, joua avec maladresse. 3 accords sur une guitare trop neuve, c'était ailleurs. Ça n'avait rien à voir. Mais l'air, un instant, vibra à la même fréquence que celle de la maison. Et tout le monde comprit, ceux qui savaient et ceux qui ne sauraient jamais, que ce qui allait commencer ne serait pas tant une bataille de bruit que de rythme, celui des secondes. Des gestes, des mots retenus, des silences qui pèsent plus lourd que les éclats. Le huis clos avait cessé. L'arène commençait. Le bois sombre de la salle d'audience absorbait la lumière comme un arbre boit la pluie. On entra comme on entre dans une église où l'on ne sait pas si l'on vient prier ou assister à une leçon de géométrie. Les bancs craquèrent à peine. Les microphones attendirent d'être nommés. Et le grand horloge, au fond, imposa sa respiration d'horloger. Chaque minute, ici, avait juré de se tenir droite. Le silence n'était pas vide. Il était chargé. Des regards l'arpentaient comme on mesure. Avant, un marathon. La piste qu'il faudra dompter. À la seconde, près, on appela d'abord les mots et avec leur politesse de robe noire. Veuillez dire à la cour, préciser. Revenons sur les dates se mirant en colonne, les heures sur des lignes. La nuit, qui ne supporte pas les tableaux, doute accepter sa conversion en casis. Un témoin s'éclaircit la voix. Posa un « je » hésitant. Le remplaça tout de suite par un « on ».
On l'invita, doucement, à revenir à lui. Sa mémoire trébucha, puis trouva sa cadence. Il décrivit le couloir, la poignée, le clic, la voix, les mots. D'abord lourds, perdirent du poids à mesure qu'ils s'accrochaient aux objets. Chacun retrouvait sa place dans la topographie. À mesure que l'on avançait, on entendait presque, derrière les phrases, la guitare muette reprendre son rôle d'accordeur. « C'est bien la salle », disait-il. « C'est bien la hauteur. » Continue. Les plans de la maison furent projetés comme des cartes du ciel. Des flèches rouges indiquaient les déplacements. Des cercles bleus notaient les zones de résonance. Un expert en acoustique s'avança avec la gravité d'un facteur qui sait que sa lettre brûle. Il posa, à la barre, un appareil mince, et ces mots furent des outils. Réverbération, temps de décroissance. Masquage fréquentiel. Il fit jouer sur un haut-parleur discret. La minute reconstituée. La salle entendit la porte mordre son chambranle. La respiration courir le couloir, puis infime la corde aiguë qui cligne au salon. On ne sut pas si la vibration venait du monde ou de nous. Les visages restèrent de pierre. Mais quelqu'un, au deuxième rang, serra le dossier du banc, comme si le bois pouvait absorber l'excès. Vint la contrebasse des contradictions. Un avocat fit tourner ses lunettes entre ses doigts, comme un chef d'orchestre qui retarde la levée. Il demanda que l'on replace les secondes sur un fil qui ne tremble pas. Il proposa un autre tempo, décalé, une autre découpe, où les sons, tout à coup, servaient une version qui tenait aussi debout. La salle, polie, accepte, on écouta. On déplia, on rembobina, on défie encore la vérité. Ici n'était pas une statue, c'était un mobile, suspendu au courant du doute, et chaque souffle déplacé pouvait lui faire changer d'angle. Sur les bancs, les visages des voisins prirent des airs de topographes. On les questionna avec délicatesse. Non plus avez-vous entendu ? Mais à quel moment la nuit vous a-t-elle réveillé ? Une femme ferma les yeux pour reconstruire un noir sans mémoire. Elle dit « J'ai cru d'abord à un rêve, puis à un animal, puis à un mot, dans la bouche du greffier. » Ces images devinrent des secondes, on en éprouva une petite honte et, en même temps, une reconnaissance. La justice n'a pas d'autre manière d'aimer les métaphores que de les traduire en chiffres. Lorsque le cours passa à l'examen du couloir, cette petite artère de drame, l'architecte appelé à la barre déroula la langue géométrique qui, d'ordinaire, sort à vendre des mètres carrés. Il montra l'effet du demi-tour, la perte d'angle à cause du mur. La façon dont la perspective comprime l'œil et dilate la peur. Il appuya une baguette sur le plan, comme un professeur qui, avec patience, rappelle que les distances ne sont pas que des longueurs, ce sont des temps. Des calculs, des pots. On le remercia. On sentit la salle. Un instant, respirer ensemble. Puis, la maison refit son entrée. Non plus comme scène, mais comme personnage. On déroula ses habitudes, alarmes, verrouillages, routines, la façon dont elle prépare les nuits. Le petit balai des détecteurs, le ronron du frigo, à l'heure où l'on croit que tout dort. Un technicien décrivit le protocole appliqué au lendemain. Prélèvement. Scellé, chaîne de garde. Il parla de la poussière posée sur le chevalet de la guitare, déplacée, dans une fenêtre de temps compatible. La phrase « sèche » vibra longtemps, comme une corde pincée sans qu'on s'y attende. On appela la science suivante, dans le calme étanche de la salle. Des mots d'hôpital firent brièvement la loi. Trajectoire. Lésion. Chronologie biologique. Une docteure, posée, dit « je ne sais pas » autant que « je sais ». On respecta sa modestie. Elle trace au tableau de verre la différence entre l'instant vécu et l'instant inscrit dans les tissus. On apprit que les corps, eux aussi, ont des minutes.
qu'ils les gardent mieux que nous et qu'ils finissent par les rendre. Sans théâtre, avec leur exactitude de mémoire longue. Alors surgit la minute la plus dangereuse, celle des mots du dedans. Les phrases qu'on dit quand personne ne devrait les entendre, les cris cassés, les appels où l'on maltraite la syntaxe parce qu'on veut sauver la vie, avec des particules. Les enregistrements ne sont jamais des héros. Ils répètent, bégayante, se gorgeante de souffle. La salle entendit l'écho d'un prénom, la montée brutale d'un maintenant, le frottement d'un pas, puis ce bruit lourd que tout le monde reconnut sans le nommer. Les yeux, par pudeur commune, devinrent plus lisses. L'horloge, au fond, marqua malgré elle la page. Les avocats reprirent la danse. Ici un pas de côté. Là un pas en avant, ils tendirent des pièges de logique, s'offrirent des échappées, ramenèrent des alibis qu'ils tentèrent de faire tenir debout face au vent des faits. La présidence, calme, posa des mains plates sur le bois, 2 fois seulement. Cela suffit pour que les voix se rassemblent. On n'avait pas à gagner une bataille de style. On avait à prendre appui sur des marches sûres. À l'entracte, si l'on ose, la cour se vida comme évident. Les Spoumons. Dans le hall, on boude des gorgées trop rapides d'eau tiède. On évita les regards. Dehors, la lumière avait reculé d'1 mètre. Le monde poursuit toujours ses horaires quand l'intérieur, Louis, recrée sa météo. On entendit, au loin, comme un rappel ironique, un jeune jouait 3 notes hésitantes à la guitare rue adjacente. Banque improvisée. La ville, décidément, aime la contrainte du motif. Quand on revint, la salle avait pris une épaisseur différente. La fatigue avait poli les angles. On introduisit les reconstitutions. Écran, haute-serleur, mesurés. On replaça la minute inflammable dans la cage de verre du protocole. On la regarda non comme un drame, mais comme une mécanique. Des voix firent « stop ». Encore, plus lente, revenait au premier clic. On écouta jusqu'au calme forcé. La salle apprit que l'émotion, parfois, se dompte par la répétition, le ting de la corde. Une dernière fois, sorti des enceintes. Il eut le même effet que la première fois. Un frisson traversa l'assistance, comme un courant d'air passe sous une porte. On ne sut dire si c'était conviction ou simple synchronisation des nerfs. Vint le moment des questions directes, celles qui n'empruntent pas les projections ni les experts. Les phrases se posèrent au bord de la barre comme des oiseaux, peu sûrs d'eux. Avez-vous eu peur ? Oui. De quoi ? De ce que j'ai cru entendre. Et qu'avez-vous cru entendre ? Le silence. Ici, travailla plus que les mots. Il pesa, il fouilla. Il souleva un coin du tapis. On répondit. Pas pour plaire, pour ne pas s'effondrer. Et c'est alors, paradoxalement, que la salle sembla la plus humaine. Rien n'y brillait. Tout s'y tenait. La journée fit sa révérence sans effet. Les robes noires se replièrent, les micros se couchèrent. Les greffiers empilèrent les minutes comme on empile des draps nets. Au dehors, la presse attendait sa phrase. Elle reçut une météo. La cour a entendu. Parfois, c'est la phrase la plus honnête, car rien n'était réglé. Rien n'était perdu. Le soir, la maison Lavray dormait sans s'en vanter, dans le salon désert. La guitare avait repris sa position contre la bibliothèque, comme un soldat au repos. On aurait juré, pourtant, qu'une corde respirait à peine, la plus fine, presque inaudible. Pas un signe, pas un présage. La preuve discrète que les objets n'oublient jamais complètement les minutes auxquelles on les a conviés. Et c'est peut-être cela qui, peu à peu, transformait ceux qui passaient par la salle. La certitude que la vérité n'est pas un cri qui couvre tout, mais une addition de discrétion. Un cliquetis de peine,
Un pas mesuré. Une vibration de corde, un maintenant mal jointé. Un silence plus lourd que les autres. À la fin, on ne sortit pas convaincu comme on sort d'un spectacle. On sortit tenu par la règle, par le rythme, par l'idée qu'une maison, une nuit, 4 murs et une guitare peuvent enseigner à des vivants ce que les vivants ont tant de mal à admettre. Les secondes, parfois, valant plus que les versions. Et c'est à hauteur de secondes que, demain, il faudrait encore parler. Le matin reprit la salle comme on remet un instrument dans les mains d'un musicien, sans fil, sans phrase. Avec exigence, les bancs avaient la mémoire des corps, les microphones, celle des respirations. Et l'horloge, au fond, continuait à manger le temps en parts égales. On se réinstalla dans la mécanique avec la retenue des jours où l'on sait déjà que la fatigue fera partie du verdict. La présidence leva les yeux, appel. Et la procédure se remit à marcher, droite, sans courir, au premier rang. Un carnet neuf s'ouvrit à la page du jour. Les stylos avaient l'air de petits métronomes, prêts à battre la mesure des hésitations. On rappela la minute, on la reposa. On en tourna les bords, comme on tourne un verre, pour repérer un éclat. La défense demanda qu'on écoute autrement. Pas le bruit, l'intention, pas la vitesse. La peur. Elle fit place à ce mot qui gêne les géomètres. Croyance. Elle le posa au centre comme un caillou et invita la salle à contourner. La salle, disciplinée, accepta l'exercice. Le témoin qui suivit n'avait pas de panache. Il avait sa mémoire. Il portait sur le visage ce mélange rare de rigueur et de tremblement. Il revint sur sa fenêtre, son angle, sa cuisine. Cet instant où l'on comprend que le monde bascule, mais que la cafetière refuse, obstinée, de s'intéresser aux catastrophes. Il fit entendre la différence entre un cri qui appelle et un cri qui constate. Il parla d'un souffle qui se casse, d'un mot interrompu par un meuble, d'un bruit qui ne ressemble ni à un objet ni à un animal. Le greffier, patiente, coucha, souffle cassé, en rupturé, et meuble, en obstacle. Le témoin, Louis, se tint à sa nuance, la vérité. Oui, s'avançait à pas de couture. On rappela l'expert acousticien. La défense, Polier, lui offrit un labyrinthe de fréquences où s'égarer. Que devient une voix quand la porte est entr'ouverte d'1 centimètre de moins? Quelle fatigue impose au tympan une minute d'adrénaline? Que masque la fréquence grave de la climatisation lorsqu'on veut saisir un timbre aigu? L'homme ne joua pas à l'oracle. Il traça des fourchettes, des marges, dans ces conditions-là, qui murmuraient plus fort que les affirmations. Les courbes, à l'écran, ressemblaient à des collines qu'on hésite à gravir. Au bout, pourtant, il dit sans emphase, où aucun son reste incontestable. La corde aiguë, par exemple. Un ting qu'on retrouve au millimètre, quoi qu'on déplace autour. La journée entra dans sa zone lente. On sentit la salle se battre contre le réflexe de chercher un coup de théâtre. Il n'y en avait pas. Il y avait des centimètres et des secondes, des pots, des angles. La présidence invita une nouvelle fois à revenir au plan. On déplia la maison comme on déplie un vêtement qu'on connaissait, dont on avait oublié la couture intérieure, la porte minche, le couloir court, la salle d'eau, blanche, la table basse, la bibliothèque, la guitare, l'instrument apparut. Pour la première fois, non plus comme un motif, mais comme une mesure, placée ici. Il disait la distance jusqu'au salon. Placé là, il avalait le courant d'air. Ce n'était plus un symbole, c'était un témoin de bois. Alors, on aborda la falaise. La parole du dedans. Ce qu'on dit quand la panique tient la langue à la gorge. Les enregistrements furent déposés avec des gants de son. La défense en épouseta chaque syllabe.
chercha dans les vides l'espace d'une autre interprétation, rallongea une seconde ici, enleva une aspirée là, proposa qu'un « maintenant » ait pu être un « non ». La salle, une fois encore, accepta d'entendre. On repassa, on reposa, on admit, au bout, que la grammaire de la terreur résiste à nos outils, que le sens s'y cabre, que la probité n'est pas toujours un dictionnaire. L'après-midi eut un moment de vertige, au rappel d'un détail que tout le monde croyait rangé, une marque ovale au sol, hauteur de la porte intérieure, une empreinte ambiguë, ni chaussée ni nue, un œuf de gomme, une célipse, la police scientifique. Convoqué, ramena sa sobriété. Glissement, pivote, demi-élan. La défense saisit l'ellipse comme un galet. Un autre déroulé devenait possible. On laissa l'ellipse dicter son pas. Elle menait vers la salle d'eau à un tempo qui allait mieux à la peur qu'à l'agression. Le parquet, lustré, eut l'air de sourire de voir qu'on lui demandait, à lui aussi, son avis. On appela ensuite un voisin qui avait, le matin du drame, compté ses pas jusqu'à sa fenêtre. Il comparait la nuit à un tissu qu'on tire d'un tiroir. Parfois, on l'attrape d'un mauvais côté et tout se froisse. Il ne voulait faire gagner personne. Il voulait constater. La défense l'aima d'emblée. L'accusation. Aussi, il parlait avec une économie de mots qui tenait lieu de morale. Lorsqu'on lui demanda s'il avait perçu une musique, il hésita puis dit « un truc métallique ». Bref, comme un fil tendu qui lâche. On aurait pu croire qu'il avait lu le dossier. Il n'avait eu qu'une fenêtre. Le juge, dans une rare digression, s'adressa à la salle pour rappeler qu'un son ne fait pas une intention, qu'une intention ne prouve pas une trajectoire, et qu'une trajectoire ne scelle pas un cœur. Il demanda qu'on s'attache aux faits comme on s'attache à une rambarde en mer. La phrase, sans lyrisme, fit office de corde. On y revint plusieurs fois. À voix basse, comme on revient à un motif quand l'improvisation s'enhardit trop. Dans la courette attenante, à la pause, un souffle d'air entra par la fenêtre du greffe et fit vibrer un carton posé de travers. Le bruit, anodine, traversa la salle comme un clin d'œil. On sourit, honteux, de reconnaître la corde dans ce frisson. C'est ainsi que les motifs s'installent. Ils ne demandent pas la permission, ils impriment leur seuil. La reprise fut une marche plus dure. Les avocats avancèrent leurs hypothèses comme des pièces d'échiquier qu'on pose sans les lâcher tout à fait. On vit apparaître des mots qui n'avaient pas encore osé le jour. Réflexe ou anticipation, représentation du danger. La psychologie s'assit à la barre, non pour psychanalyser, pour rappeler que le cerveau, en une seconde, peut choisir le pire itinéraire en toute bonne foi. Ce qui ne lave rien, ce qui n'accuse pas non plus, ce qui, simplement, ajoute au livre des secondes une page de plus. Illisible, pourquoi exige des maximes? Alors, la défense tenta, se contente toujours quand la topographie s'entête. Le basculement du point de vue. On invita à imaginer l'angle inverse, à voir depuis la porte plutôt que depuis le lit. À prêter au bruit l'intention que l'oreille leur assigne, lorsqu'elle a été entraînée à la méfiance. On vit le banc des jurés se pencher, non par empathie, par curiosité honnête. L'exercice avait quelque chose d'indécent et de nécessaire. On ne juge pas des anges. On juge des gens qui lisent la nuit tant bien que mal. La fin de séance apporta sa petite grâce. La présidence, d'une voix basse qu'on réservait au consentement, proposa de réécouter une dernière fois la minute reconstituée, puis de passer à demain. On lança la bande. Les bruits s'installèrent avec une familiarité triste. La maison reprit sa respiration. La porte ses humeurs, la corde sa note. Mais ce fut le silence après. C'est l'acte très court qui fit la leçon. On n'y entendit rien. Et pourtant, dans ce rien, tout le monde perçut la fatigue, la ville dehors. Le monde qui, malgré tout, continuait,
La salle, comme un seul corps, se redressa quand le haut-parleur se tut. On avait, peut-être, appris à écouter. Dehors. Le ciel avait perdu de sa couleur. Les caméras attendaient leur phrase. On leur donna la seule qui ne trahissait pas le travail du jour. On avance par millimètres. Les micros n'aiment pas les millimètres. Ils ont besoin de kilomètres. Mais ceux qui avaient passé la journée sur les bancs en adoptèrent la musique. Les millimètres apprivoisent les tragédies sans les insulter. Le soir, la maison réelle reprit sa solitude d'architecture. Dans le salon, la guitare, immobile, faisait mine de dormir. Un courant d'air timide glissa depuis la baie vitrée. Pas de ting. Le bois avait, lui aussi, épuisé sa réserve de symboles. On entendit seulement le bruit du vernis qui se contracte un peu quand la nuit gagne. Dans un cahier posé sur la table basse, une page était tournée à moitié, comme si une main avait été appelée ailleurs. On eut envie de l'achever, on n'osa pas. Demain, ici comme au tribunal, on reprendrait à la ligne, sans promesse de feu d'artifice. Avec la certitude, pourtant, que cette exactitude humble celle des pas, des sons, des secondes était la seule manière de ne pas trahir ce qui s'était joué. Un huis clos où l'on a le devoir de regarder la peur sans lui laisser écrire toute la partition. La nuit, plus douce qu'au jour précédent, coula sur la ville comme une couverture qu'on ajuste. On laissa les fenêtres entr'ouvertes. On posa les téléphones, écran contre table. On se coucha avec cette fatigue qui n'humilie pas. Et juste avant de fermer les yeux, on se surprit à penser à la corde non plus comme à une alarme, mais comme à une preuve de vie. Quelque chose vibre. Donc quelque chose existe. Le reste, on le remit à demain, à ces voix qui savent déplier la nuit sans l'empoigner, à ces mains qui, patientes, transforment des « j'ai cru » en peut-être, puis en plus probablement. À hauteur d'homme, à la vitesse du cœur quand il renonce à courir pour accepter de battre exactement. Le dernier matin pris de la salle de biais, comme s'il voulait éviter de faire craquer le bois avant l'heure. Une clarté laiteuse s'installa dans les moulures, l'horloge se racla la gorge. Et chacun comprit que les minutes à venir pèseraient plus lourd que leur poids habituel. On s'assit avec la gravité des départs. Ces instants où l'on sait que le monde ne bougera que d'un millimètre, mais qu'on le sentira jusque dans les os. La présidence entra sans geste superflu, posa la main à plat sur le pupitre, comme on apaise un cheval. Et la mécanique reprit, plus lente, plus exacte, comme si la salle avait appris à articuler sans se dépêcher. On fit revenir une dernière fois les lieux, non plus pour les disséquer, pour leur dire adieu. Le couloir accepta sa longueur. La porte sa miniature, la salle d'eau, sa lumière crue. Le salon ses anglais, la guitare sa docilité. L'acousticien déposa ses chiffres comme on range des instruments après une opération réussie. La docteure redonna au corps leur chronologie intime et les voisins. Prudence, les cernes sur la table ce qui, de leur nuit, pouvait encore être utile. Rien ne voulait briller. Chaque élément tendait la main au suivant pour qu'il ne tombe pas. C'est ainsi que la cohérence se fabrique, sans spectacle. Par fraternité de fait. La défense. Alors, tenta une dernière élégance. Elle remonta la peur jusqu'à son nid, elle supplia qu'on entende ce que l'instinct fabrique quand il n'a pas d'issue. Elle remit sur la barre la croyance, le réflexe, la représentation d'un danger qui, un soir, a décidé de se tenir derrière une porte. Elle ne réclama pas l'oubli, elle demanda la nuance. Elle parla bas, pour que les mots entrent sans heurter. En face, l'autre voix resta droite. S'en tint à ce qui s'additionne et ne se raconte pas. Les distances, les secondes, les marques. Le fil qui ne casse pas quand on tire dessus. Deux musiques distinctes. Jouer à volume égal. La salle se teinte entre les deux, comme on tient une corde au-dessus du vide. Sans regarder en bas,
On sentit venir le basculement au silence, qui précède les décisions, ce silence qui ne console pas, mais qui promet qu'on ne trichera pas avec la langue. La présidence baissa les yeux, les releva, et la phrase prit forme. Ni triomphale, ni timide, simplement droite, posée au milieu comme un seuil. On ne chercha pas de bruit derrière les mots. Il se suffisait, dans le banc du public. Une main serra un mouchoir, une autre s'agrippa à un dossier. Une autre encore resta ouverte. Paume offerte. Comme si l'air pouvait s'y reposer. Le bois de la salle craqua d'un son, bref. Minuscule signature des bâtiments qui ont vu passer trop de chagrin pour se payer de théâtre. La guitare, la vraie, celle de la maison, ne vibra pas. À cet instant-là, elle était loin, adossée à sa bibliothèque, étui entrouvert, corde à peine détendue. Pourtant, tout le monde l'entendit. En dedans, comme un rappel de la minute initiale. Un fil d'acier que le hasard avait choisi pour écrire un destin dans la salle. Ce fut un autre métal qui donna le ton, celui des bracelets d'une montre qu'on ajuste, du stylo qu'on repose, de la boucle d'un sac qu'on referme. On sortit lentement, à la vitesse d'un cortège sans musique. Chacun portant sa part de la phrase comme on porte un verre plein. Dehors. Les caméras réclamèrent un verbe. On leur offrit des adverbes. Clairement, gravement, longuement, le ciel, au-dessus, ne s'intéressait pas à la syntaxe. Il changeait de couleur avec l'indifférence robuste des choses qui perdureront après nos pièces. On se dispersa en grappes silencieuses, les micros. Frustrés, raccompagnèrent les voix sans les mordre. Ce jour-là, la ville refusa les spectaculaires. Elle préféra la tenue, la maison. Quand on y revint, avait repris ses dimensions. La climatisation n'avait pas changé de note. Le frigo ne s'excusait pas de ronronner. La lumière du couchant refaisait sur le carrelage son damier de miel, sur la table basse. Un verre d'eau qu'on n'avait pas vidé gardait une petite peau, miroir minuscule où la fenêtre s'inscrivait à l'envers. La guitare attendait, tête légèrement tournée. Comme un animal qui a fini par comprendre qu'on ne lui demanderait plus rien. On se surprit à la redresser avec une douceur qu'on réservait jusque-là aux vivants. Pas un fétiche, pas un totem, un objet rendu à son silence. Alors vinrent les restes, pas les miettes, les suites. Dans les jours qui suivirent, on apprit à ranger sans effacer, à parler sans rouvrir la plaie, à répondre sans prolonger la peine. Les phrases prirent un poids nouveau. Elles s'épurèrent. Elles abandonnèrent les décibels pour gagner en tenue. Bonjour. Merci. Je ne sais pas. J'y pense. Demain. On retrouva la géographie simple des gestes, poser une tasse, vérifier une fenêtre, traverser un couloir sans auditionner les ombres. Le corps se méfia moins de lui-même. Le cœur cessa de courir dans le vide. Dans les mains, la force revint avec une lenteur qui ressemblait à de la sagesse. Dans la salle d'audience désormais vide, le personnel replia les micro-casques, rangea les dossiers, éteignit l'horloge, façon de parler. Ces bêtes-là n'acceptent pas l'extinction. Le bois reprit sa température. On avait laissé là-dedans, sans le dire, quelque chose qui ne serait plus repris. Une modestie neuve, la conviction qu'un verdict, même quand il tranche, n'est pas un feu d'artifice, mais une couture, et que, de toutes les musiques entendues, la plus honnête restera l'ajustement patient de la règle sur les minutes. Un soir, très tard, la ville fit son test de survie, électricité coupée dans plusieurs rues, une panne de rien qui rend au bruit leur anatomie. Dans l'appartement d'en face, on gratta une allumette, ce frottement si bref qui rappelle l'enfance. On posa une bougie sur une soucoupe. On s'assit. On entendit les chiens sans sirène, les pas sans moteur, les conversations sans halo électronique. Dans cette trame allégée, la mémoire. Un instant, tenta de réinviter la corde. Elle se tut d'elle-même, à la place.
Un autre son prit la relève. La respiration tranquille de quelqu'un qui dort dans la pièce voisine. La paix ne revendique jamais ses victoires. Plus tard encore, on ressortit la guitare. On remplaça la corde fine non pour exorciser, pour réparer les doigts. Hésitants, apprirons une progression simple, 4 accords que savent les adolescents, ceux qui donnent au début la dignité des grandes choses. La première note fut une maladresse, la deuxième une excuse. La troisième un sourire, la quatrième une promesse. On ne joua pas fort, on joua juste le bois, loin d'insulter la mémoire. L'honora, chaque vibration s'apaisa au bout de sa trajectoire. Polie par une intention qui ne cherchait pas à convaincre. C'est ainsi que la maison s'enseigna à elle-même une autre manière d'exister. Elle cessa d'être une mécanique d'alarme et redevint un organisme de gestes. Le couloir retrouva sa vocation de passage. La porte la sienne de frontière perméable, la salle d'eau celle de lumière. Le salon celle de conversation. Et l'instrument, surtout. L'instrument, celle d'accompagner sans commenter. On découvrit que l'on peut vivre avec ce que l'on sait, à condition de ne pas en faire une bannière, que l'on peut tenir la précision pour une tendresse, la tasse bien posée, la poignée doucement tournée, la voix tenue bas, la corde pincée nette. Un matin, la salle d'audience rouvrit pour une autre affaire. Un autre drame, d'autres minutes à ajuster. Les bancs accueillirent des visages neufs avec la même gravité. Le monde n'avait pas changé de métier. Mais ceux qui avaient traversé la guitare et la porte mince, la reconstitution et les courbes, les questions et la couture des mots, ceux-là gardèrent en eux un instrument discret, un diapason. Désormais, ils entendaient plus vite les mensonges de leur propre peur, les emballements de leur propre récit, les tentations de leur propre théâtre. Ils avaient appris à préférer la justesse au volume. Au bout du bout, quand on se regarde vivre de biais, sans y mettre trop d'effet, on comprend que la transformation ne s'écrit pas en lettres capitales. Elle tient dans ces micro-gestes qu'on ne remarque plus. Refermer à mesure, écouter jusqu'au bout. Vérifier sans soupçonner, demander sans accuser. Jouer sans s'imposer, c'est peu. C'est tout. Et lorsque, le soir, le vent passe dans la maison et accroche. Par hasard, une corde restée trop près du souffle. Le tigre qui en sort ne jette plus personne au tribunal. Il fait seulement ce que font les objets quand on leur rend leur innocence. Il rappelle qu'une seconde peut encore être une seconde, qu'un son peut n'être qu'un son, et qu'au cœur même des huis clos où nous nous sommes tant débattus, il reste obstiné. Têtueux, fidèle la possibilité d'un accord juste,